Mon nom est Manuel. J'ai 70 ans et hier soir, mon propre fils m'a agressé jusqu'au sang à cause d'une soupe sans sel. Tandis que j'étais par terre dans la cuisine, en train d'essuyer mon propre sang avec un vieux chiffon, il est allé calmement dans sa chambre, a fermé la porte, et s'est endormi comme si de rien n'était, comme si frapper son père était la chose la plus normale du monde. Ce matin, je me suis réveillé avec le corps endolori, des hématomes sur les bras et une coupure à la lèvre qui me fait encore mal quand je parle. Mais ce qui me fait le plus mal, ce ne sont pas les coups, c'est l'humiliation. C'est de savoir que mon propre fils, que j'ai élevé avec tant d'amour, à qui j'ai tout donné, me voit comme si j'étais son employé personnel, comme si ma seule fonction dans ce monde était de le servir et de me taire. Je me suis levé à 5 heures du matin, comme tous les jours. Ivan était déjà réveillé, assis à la table de la cuisine, avec son costume gris impeccable, en train de pianoter sur son téléphone. Il ne m'a même pas regardé quand je suis entré. Il a simplement dit, sans lever la tête, « Le petit déjeuner, vite, j'ai une réunion importante ». Comme si rien ne s'était passé, comme si la veille au soir, il n'avait pas crié que j'étais inutile, que je ne servais à rien, que si je n'étais pas son père, il m'aurait déjà mis à la rue. J'ai préparé les œufs brouillés comme il les aime, avec 3 cuillères de fromage râpé, 2 tranches de pain grillé, café noir, sans sucre, tout parfait, mesuré dans les détails, parce que si quelque chose n'est pas bien, même minime, il explose. Et quand Ivan explose, c'est moi qui en paie les conséquences. Pendant qu'il prenait son petit déjeuner, j'ai entendu le bruit d'une clé dans la porte d'entrée. C'était Renata, sa femme, une jeune femme élégante qui me salue toujours avec un sourire faux et me traite comme si j'étais invisible. Elle est entrée avec sa robe vert clair et ses talons hauts, a embrassé Ivan sur la joue et s'est assise à table comme si elle était la maîtresse de maison. « Bonjour, monsieur Manuel », a-t-elle dit avec cette voix douce qu'elle utilise seulement quand Ivan est présent. « Comment allez-vous ce matin ?» J'ai eu envie de lui dire que je me réveillais agressé par son mari, que j'ai des hématomes dans le dos, que je n'en peux plus. Mais au lieu de cela, j'ai souri et dit « Bien, merci. Renata va-t-elle manger quelque chose ?» Ivan m'a lancé un regard d'avertissement. Ses yeux me disaient clairement « Un mot de travers, et ce soir ce sera pire. » Puis il a ajouté avec ce sourire faux qu'il utilise seulement quand il y a du public. « Regarde, papa, j'ai acheté ce nouveau maquillage. Il ira parfaitement sur toi. Couvre ces petites blessures que tu t'es faites hier soir en trébuchant. » Oui, petite blessure. C'est comme ça qu'il appelle ce qu'il m'a fait. Comme si c'était un accident, comme si j'avais trébuché tout seul contre son poing. J'ai pris le maquillage sans rien dire. C'était une base chère, de celle qui coûte plus de 250 €. Il l'a certainement acheté avec mon argent de la retraite parce qu'il gère tout mon compte bancaire. Il dit que c'est pour mon propre bien, qu'à mon âge, je ne peux plus gérer l'argent seul. La vérité, c'est que je n'ai pas vu 1 centime de ma propre pension depuis 2 ans. Renata l'a regardé avec ses yeux brillants d'admiration. « Tu es si attentionné, mon amour, toujours à prendre soin de ton père. » Si elle savait que son mari parfait, cet exécutif à succès, qui gère des comptes en millions au bureau, rentre à la maison tous les soirs pour décharger sa frustration sur moi. Après le petit déjeuner, Ivan a mis sa cravate rouge, a pris son attaché-case et m'a murmuré à l'oreille pendant que Renata se remaquillait. « Souviens-toi de ce qu'on a discuté hier soir. Si un jour tu ouvres la bouche, si tu racontes à quelqu'un ce qui se passe ici, tu vas le regretter. Personne ne te croira. Tu es un vieux fou qui vit de la charité de son fils. » Ces mots m'ont glacé le sang. Ils sont sortis ensemble, main dans la main, comme le couple parfait qu'ils prétendent être. Je les ai vus par la fenêtre monter dans la nouvelle voiture d'Ivan, une berline noire qui a coûté plus de 400 000 €. Mon argent. Tout acheté avec mon argent. Quand la maison est devenue silencieuse, je me suis assis dans la cuisine et j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de rage, d'impuissance, parce que je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça, mais je ne sais pas non plus comment sortir de ce cauchemar.
Je suis resté assis dans cette cuisine silencieuse pendant des heures à regarder la lumière du soleil se déplacer lentement sur les carreaux du sol. Cette maison était autrefois mon refuge. Je l'ai achetée il y a 30 ans, avec l'argent que j'ai économisé en travaillant comme secrétaire exécutif au cabinet d'avocats Dupont et Associés. 40 ans de ma vie dédiés à ce travail. Me lever à 5 heures du matin, toujours arriver à l'heure, organiser la vie des autres. Je n'aurais jamais imaginé finir prisonnier dans ma propre maison. Tout a commencé il y a 3 ans, quand Ivan a divorcé de sa première femme. Il est arrivé à ma porte un soir avec une valise à la main et ce regard d'enfant perdu qui faisait toujours fondre mon cœur. « Papa, j'ai besoin de rester ici un moment, juste le temps de régler ma situation financière. » Il m'a dit que le divorce l'avait laissé ruiné, qu'il avait perdu la maison, qu'il n'avait nulle part où aller. Moi, comme le père naïf que j'ai toujours été, j'ai ouvert ma porte et mon cœur. Bien sûr, mon fils, cette maison est aussi la tienne. Ah, quel naïf! Je ne savais pas que j'invitais le diable à vivre avec moi. Les premiers mois ont été normaux. Ivan se levait tôt, allait travailler, rentrait le soir, on dînait ensemble. Il m'aidait même avec les courses au supermarché. J'ai pensé que nous aurions enfin la relation père-fils dont j'avais toujours rêvé. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. D'abord, des petits commentaires. « Papa, cette nourriture est trop salée. »« Papa, pourquoi ne nettoies-tu pas mieux la salle de bain ? » ?»« Papa, tes vêtements sont trop froissés. » C'est honteux, des commentaires qui me blessaient, mais que je justifiais en pensant qu'il était stressé à cause du divorce. Ensuite, il a commencé à se mêler de mes finances. « Papa, à ton âge, tu ne devrais pas gérer autant d'argent liquide. C'est dangereux. Laisse-moi t'aider avec tes comptes. » Et moi, comme l'idiot que je suis, je lui ai donné accès à mon compte bancaire. C'est juste pour m'aider, je pensais. C'est mon fils. Il ne me ferait jamais de mal, comme j'étais trompé. En 6 mois, Ivan s'était emparé complètement de mon argent. Ma pension de 6 200 € par mois allait directement sur son compte. Il me donnait 200 € par semaine pour mes dépenses personnelles, comme si j'étais un enfant recevant de l'argent de poche. Quand je demandais pour le reste de l'argent, il disait « Papa, j'investis tes économies pour qu'elles grandissent. Fais-moi confiance. » Ensuite, Renata est arrivée, une femme de 25 ans plus jeune que lui, avec un sourire parfait et une ambition visible à des kilomètres. Ivan l'a rencontrée au bureau, où elle travaillait comme assistante en marketing. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui a coûté plus de 30 000 €. Mon argent, bien sûr. Depuis que Renata est entrée dans nos vies, tout a empiré. Ivan a commencé à me traiter comme si j'étais l'employé de maison. « Papa, prépare le dîner pour Renata et moi. Quelque chose d'élégant, parce qu'elle est habituée aux choses fines. Papa, nettoie la salle de bain des invités. Des gens importants vont venir. Papa, lave cette chemise à la main. Elle est trop chère pour la machine à laver. » Et j'obéissais toujours. J'obéissais parce que j'avais peur qu'il se mette en colère, peur qu'il mette à exécution sa menace de me chasser de ma propre maison, parce que bien que la maison soit légalement à moi, Ivan m'avait convaincu de mettre son nom aussi sur l'acte pour la sécurité. « Papa, au cas où quelque chose t'arrive. » La violence a commencé il y a 1 an. Au début, c'était des poussades accidentelles, puis des pincements sur le bras quand je ne faisais pas quelque chose comme il voulait. « C'est que tu me désespères, papa, tu es trop lent. » Ensuite, ça a escaladé en coups sur l'épaule, gifles quand la nourriture n'était pas à son goût, coups de poing dans le dos si je ne nettoyais pas assez vite. Mais hier soir, c'était différent. Hier soir, il a franchi une ligne que je n'aurais jamais pensé qu'il franchirait. J'avais préparé une soupe aux légumes pour le dîner. C'était mardi, et les mardis, on dînait toujours quelque chose de léger. J'ai dressé la table avec soin. Servi le pain grillé, la soupe chaude, tout parfait. Ivan est rentré fatigué du bureau, s'est assis à table sans me saluer, a pris la première cuillère et son visage s'est transformé. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» a-t-il crié en crachant la soupe dans l'assiette. « Il n'y a pas de sel, c'est fade comme de l'eau. »
Je me suis excusé immédiatement. Pardonne-moi, mon fils, j'ai oublié le sel. Laisse-moi en ajouter un peu. Mais c'était trop tard. Ivan s'est levé de table comme un animal sauvage, a pris l'assiette de soupe et me l'a jetée au visage. Le liquide chaud a brûlé ma joue. Les morceaux de vaisselle ont coupé ma lèvre. « Tu es un inutile !» a-t-il crié en me tenant le bras si fort que je savais qu'il me laisserait des hématomes. 40 ans à travailler comme secrétaire et tu n'es même pas capable de préparer une soupe décente. Quel dommage. Il m'a poussé contre le mur de la cuisine. Ma tête a heurté les carreaux et j'ai vu des étoiles, mais il ne s'est pas arrêté là. Il m'a donné une gifle si forte que mon oreille a bourdonné pendant des heures. Ensuite une autre et encore une autre. Demain, Renata vient déjeuner. Il m'a dit pendant que je couvrais mon visage avec les mains. Elle va amener ses amis du travail. Je veux que tu prépares quelque chose de spécial et ce sera mieux que ce soit parfait. Parce que si tu me fais honte, si tu donnes une seule preuve de à quel point tu es pathétique, je jure devant Dieu que je te mets dehors à coups de pied. Ensuite, il s'est calmé, comme il le fait toujours après m'avoir agressé. Il s'est baissé, m'a aidé à me relever, à nettoyer le sang de ma lèvre avec une serviette. « Pardonne-moi, papa », a-t-il dit d'une voix douce. « C'est que ça me frustre de te voir comme ça. Je sais que tu peux faire mieux. C'est tout pour ton propre bien, pour que tu apprennes. » Et il est allé dormir tranquillement comme si de rien n'était. Je suis resté éveillé toute la nuit dans la cuisine, à nettoyer les restes de soupe et la vaisselle cassée par terre. Chaque petit morceau que je ramassais était comme ramasser les fragments de ma dignité. Ma lèvre saignait encore, mais ce n'était plus seulement la douleur physique que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'était la compréhension que mon propre fils, la personne que j'ai le plus aimée au monde, était devenu mon bourreau. Pendant que je nettoyais, j'ai commencé à me rappeler comment nous en étions arrivés là. Ivan n'a pas toujours été comme ça. Enfant, il était doux, affectueux. Sa mère nous a abandonnés quand il avait 8 ans. Et depuis, c'était juste lui et moi contre le monde. J'ai travaillé en double shift pendant des années pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Je l'ai mis dans la meilleure école privée que je pouvais me permettre. J'ai acheté des vêtements de marque, donné des cours de piano, d'anglais, de tout ce qu'il demandait. Peut-être que c'est là mon erreur. Peut-être que je l'ai gâté tellement qu'il n'a jamais appris la valeur du respect, de l'effort, de l'amour vrai. J'ai toujours tout donné sur un plateau, sans rien demander en retour. Et maintenant, 35 ans plus tard, c'est moi qui paie les conséquences de mes décisions. À l'aube, j'ai entendu ses pas descendre les escaliers. Mon cœur a commencé à battre vite, comme toujours quand il est prêt. C'est incroyable comme on peut vivre en état d'alerte constant dans sa propre maison. Il est entré dans la cuisine déjà habillé de son costume noir, en train de pianoter sur son téléphone comme tous les matins. Cette fois, il n'a même pas demandé le petit déjeuner. Il s'est simplement assis et a attendu que je le serve. J'ai préparé les œufs brouillés, le café noir, les 2 tranches de pain grillées, tout en silence absolu. Il mangeait en répondant à des emails, comme si j'étais invisible. À 7h30, Renata est arrivée. Cette fois, elle portait une robe jaune moulante et des chaussures à talons qui résonnaient sur le sol, comme des marteaux. Elle était radieuse, comme toujours. Je me demande si elle a déjà remarqué les hématomes que j'ai, les marques sur mes bras, la façon dont je sursaute chaque fois qu'Ivan élève la voix. « Bonjour, monsieur Manuel », m'a-t-elle dit avec ce sourire en plastique. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Bien, merci. J'ai menti comme toujours. Madame va-t-elle prendre un café ?»« Juste un café, s'il vous plaît, » a-t-elle dit. « Un café léger avec édulcorant artificiel. » Pendant que je servais le café, j'ai remarqué qu'elle m'observait du coin de l'œil. Ses yeux se sont attardés sur ma lèvre gonflée, sur l'hématome qui apparaissait au col de ma chemise. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle dirait quelque chose, qu'elle demanderait ce qui m'était arrivé, mais au lieu de cela, elle a simplement détourné le regard et continué à pianoter sur son téléphone. Ivan a fini son petit déjeuner et m'a regardé fixement.
Souviens-toi de ce que je t'ai dit hier soir, papa. Renata vient déjeuner avec 3 amis à elle. Je veux que tu prépares quelque chose de spécial. Des pâtes aux fruits de mer, salade César, dessert, et achète un vin blanc. Le bon, pas cette cochonnerie bon marché que tu achètes d'habitude. Il m'a donné 3 billets de 20 €, comme si c'était une grande générosité. 60 € pour préparer un déjeuner pour 5 personnes avec ce qu'il dépense pour une seule chemise. Et autre chose, il a ajouté en s'approchant de moi pour murmurer à mon oreille pendant que Renata ne regardait pas. Mais ce maquillage que j'ai acheté couvre bien ses marques. Si l'une de ses amies pose une question étrange, fais n'importe quel commentaire sur ton apparence, tu vas le regretter. Tu me comprends? J'ai hoché la tête, sentant mes mains trembler légèrement. Il a souri, m'a donné un baiser sur le front, comme le fils parfait qu'il prétend être, et ils sont sortis ensemble. Dès que la porte s'est fermée, je me suis effondré sur une chaise de la cuisine. 60 € pour un déjeuner élaboré. Des fruits de mer frais coûtent au moins 150 € le kilo. Le vin bon, encore 50 €. Comment étais-je censé faire des miracles avec si peu d'argent? Mais ce n'était pas seulement l'argent qui m'angoissait. C'était la pression d'avoir à agir normalement devant les amis de Renata, de prétendre que je suis le beau-père heureux d'une famille parfaite, alors que la réalité est que je suis un homme maltraité dans ma propre maison. J'ai regardé dans le miroir de la salle de bain et je ne me suis presque pas reconnu. Ma lèvre était gonflée et violette. J'avais une petite coupure sur le côté. Mes yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. L'hématome sur mon cou ressemblait à une tache sombre qui s'étendait jusqu'à ma clavicule. J'ai ouvert le maquillage qu'Ivan m'avait donné. C'était une base chère de marque importée, du genre que les femmes élégantes comme Renata utilisent tous les jours. J'ai commencé à l'appliquer avec soin, couvrant chaque marque, chaque coup, chaque preuve de ce qui se passe vraiment dans cette maison. Pendant que je me maquillais, je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les fois où j'avais fait la même chose. Combien de matins m'étais-je levé pour cacher des hématomes, pour inventer des excuses sur des chutes et des accidents. J'ai trébuché sur la table. La porte du placard m'a glissé des mains. Je suis tombé de l'escalier, un mensonge après l'autre, pour protéger la réputation de mon fils. Je suis sorti faire les courses avec ma liste à la main et mon visage parfaitement maquillé. Au supermarché, j'ai essayé de faire rendre ces 60 € au maximum. J'ai acheté des crevettes surgelées au lieu de homards frais, du vin de la marque la moins chère qui ne soit pas terrible, des pâtes en promotion. Chaque centime comptait. Pendant que j'attendais à la caisse pour payer, une dame plus âgée s'est approchée de moi. C'était Madame Clarisse, ma voisine d'à côté, une femme d'environ 65 ans, veuve, qui a toujours été gentille avec moi. « Bonjour, Manuel », m'a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. « Comment allez-vous, cher? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu dans le jardin. »« Bonjour, Madame Clarisse. Je vais bien, merci. J'ai été très occupé avec les choses de la maison. » Elle m'a regardé avec attention et j'ai remarqué comment ses yeux se sont attardés sur ma lèvre malgré le maquillage. « Vous vous êtes blessé à la bouche ?» a-t-elle demandé avec un air préoccupé. J'ai senti mon cœur accélérer. « Non, ce n'est rien. J'ai cogné contre la porte du placard hier soir. Vous savez comme je suis maladroit. » Madame Clarisse a froncé les sourcils, mais n'a pas insisté. « Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où j'habite. Je suis toujours à la maison l'après-midi. » Ces mots m'ont touché droit au cœur. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait offert d'aide de manière genuine, que personne ne m'avait traité avec une vraie gentillesse. Pendant un moment, j'ai eu envie de tout lui raconter, de demander de l'aide, de confesser le cauchemar que je vivais. Mais la voix d'Ivan a résonné dans ma tête. « Si un jour tu ouvres la bouche, si tu racontes à quelqu'un ce qui se passe ici, tu vas le regretter. Personne ne te croira. Tu es un vieux fou qui vit de la charité de son fils. » Merci, Madame Clarisse. J'ai dit simplement, « Vous êtes très aimable. » Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à cuisiner comme un fou.
Je devais avoir tout prêt pour midi, quand Renata et ses amis arriveraient. J'ai nettoyé la maison de fond en comble, mis la table avec la belle vaisselle, arrangé des fleurs au centre, tout devait être parfait. Pendant que je cuisinais, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Madame Clarisse avait dit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où j'habite. Est-ce qu'elle soupçonne quelque chose? Est-ce qu'elle a entendu les cris qui viennent de ma maison la nuit? À 11h30, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Monsieur Manuel Dourado ?» a demandé une voix masculine. « Oui, c'est moi. C'est le comptable de l'entreprise de votre fils, Ivan. Nous devons parler avec vous d'urgence de certaines discrepancies dans les comptes. Pouvez-vous venir au bureau cet après-midi ?» Mon cœur s'est arrêté. Les discrepancies, je ne comprends pas. Je préfère ne pas en parler au téléphone. « Monsieur Manuel, pouvez-vous venir à 15h? C'est très important. » J'ai raccroché avec les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'Ivan avait fait au travail? Pourquoi m'ont-ils appelé? Une mauvaise sensation s'est installée dans mon estomac, mais je n'ai pas eu le temps d'y penser plus, parce que Renata et ses amis arrivaient déjà. La sonnette a retenti exactement à midi. J'ai respiré profondément, retouché le maquillage une dernière fois et suis allé ouvrir la porte. Renata était là avec ses 3 amies, toutes habillées comme si elles allaient à un défilé de mode. Des vêtements chers, des sacs de marque, des chaussures qui coûtaient plus que ma pension mensuelle. « Bonjour, monsieur Manuel », a dit Renata avec cette voix douce qu'elle réserve aux occasions spéciales. « Je vous présente mes amies. Voici Béatrice. Elle travaille aux ressources humaines. Voici Bruna du département marketing et voici Elvira du juridique. Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai entendu le nom d'Elvira. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Je l'ai regardée de près et en effet, c'était elle. Elvira Costa, ma sœur cadette, que je n'avais pas vue depuis plus de 2 ans. Elvira m'a regardé avec la même surprise, mais nous avons tous les deux dissimulé. Elle a toujours été plus intelligente que moi, plus astucieuse. Elle a immédiatement compris que quelque chose d'étrange se passait, surtout quand elle a vu mon visage maquillé et mon attitude nerveuse. « Enchanté, monsieur Manuel », m'a-t-elle dit formellement, comme si elle ne me connaissait pas. « Votre belle-fille nous a beaucoup parlé de vous. Je les ai invités à entrer dans la salle à manger, où j'avais mis ma meilleure nappe, la vaisselle en porcelaine que j'avais héritée de mon père, les verres en cristal que j'utilisais seulement pour les occasions spéciales. Tout semblait élégant, comme Ivan l'avait exigé. J'ai servi le déjeuner en essayant de garder les mains fermes. Les pâtes aux fruits de mer étaient de bonnes, malgré le budget limité. La salade César semblait fraîche, le pain était chaud. J'ai même réussi à préparer un tiramisu simple pour le dessert. Les femmes mangeaient et parlaient du travail, de leur vie, de leurs plans pour le week-end. J'allais et venais de la cuisine en servant plus de vin, en débarrassant les assiettes, comme l'hôte parfait que je devais être. Mais Elvira ne me quittait pas des yeux. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'elle faisait quand nous étions enfants et qu'elle savait que je cachais quelque chose. Pendant tout le déjeuner, elle m'a observé discrètement, étudiant chacun de mes mouvements. « La nourriture est délicieuse », a commenté Béatrice. « Vous avez cuisiné tout ça, monsieur Manuel ?»« Oui, j'aime cuisiner », ai-je répondu avec un sourire forcé. « C'est un plaisir quand c'est pour des personnes aussi charmantes que vous. »« Quelle chance à Ivan d'avoir un beau-père si dévoué », a ajouté Bruna. « De nos jours, c'est rare de trouver des hommes qui se dédient autant au foyer. » Renata a souri fièrement. C'est vrai, monsieur Manuel s'occupe toujours de tout. C'est comme avoir un employé domestique, mais mieux parce qu'il le fait avec amour. Ces mots m'ont blessé comme des coups de couteau, mais j'ai gardé le sourire. Un employé domestique, c'est ce qu'elle pensait de moi. Pas un père, pas une personne avec des droits et de la dignité, mais un employé gratuit. Elvira s'est raclé la gorge. « Et qu'est-ce que vous faisiez avant, monsieur Manuel? Vous vous êtes toujours dédié au foyer ?»« Non, » ai-je répondu en sentant un peu de fierté pour la première fois depuis longtemps. J'ai travaillé 40 ans comme secrétaire exécutif au cabinet d'avocats Dupont et Associés. Je me suis retiré il y a 3 ans.
Les yeux d'Elvira se sont illuminés. Dupont et Associés était l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, où elle avait travaillé comme stagiaire pendant ses études de droit. « Intéressant » a-t-elle exclamé. « Je connais ce cabinet, ils ont une très bonne réputation. Vous devez avoir connu beaucoup de gens importants pendant toutes ces années. »« Oui » ai-je dit avec un sourire plus sincère. « J'ai connu des juges, des procureurs, des avocats importants. J'ai même aidé sur certains grands cas. Monsieur Dupont disait toujours que j'étais indispensable. » Renata semblait mal à l'aise avec le tour de la conversation. Elle n'aimait pas que je sois au centre de l'attention, qu'on parle de mes accomplissements professionnels. Elle a rapidement changé de sujet. « Bon, mais maintenant Monsieur Manuel est à la retraite, en profitant de son repos bien mérité. » Elle a dit avec ce sourire faux, « Ivan s'occupe de tout, de ses finances, de ses besoins. C'est un fils très responsable. » Elvira m'a regardé fixement quand Renata a dit cela. Je connais ma sœur et je sais que ces mots sonnaient étranges pour elle. Un homme qui a travaillé 40 ans dans un cabinet important n'a pas besoin que son fils gère ses finances. Le déjeuner a continué avec des conversations triviales, mais j'ai senti la tension monter. Elvira continuait de m'observer et je savais qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Quand je suis allé à la cuisine pour prendre le dessert, elle m'a suivi. « Vous avez besoin d'aide » m'a-t-elle demandé, mais en réalité elle cherchait un moment pour me parler seul à seul. « Non, merci. »« Tout est sous contrôle » ai-je répondu en évitant son regard. « Manuel » m'a-t-elle dit à voix basse, en utilisant mon vrai nom pour la première fois de l'après-midi. « Tu vas bien ? Je te vois différent. » Pendant un moment, toutes mes défenses sont tombées. J'ai eu envie de l'embrasser, de tout lui raconter, de lui demander de m'aider, mais à ce moment-là, j'ai entendu les clés d'Ivan dans la porte d'entrée. Il était rentré du travail plus tôt que d'habitude. « Tout va bien, Elvira » ai-je dit rapidement. « Je suis juste un peu fatigué. » Ivan est entré dans la salle à manger avec ce sourire parfait qu'il utilise quand il y a des visites. Il a salué les femmes avec élégance, a embrassé Renata sur la joue et m'a regardé avec approbation. Le déjeuner s'était bien passé, exactement comme il l'avait ordonné. « Comment vont les plus belles dames du bureau ?» a-t-il dit avec ce charisme faux qu'il utilise en public. « J'espère que mon père vous a bien reçu. »« Excellent », a répondu Béatrice. « Votre père est charmant. » Ivan a posé la main sur mon épaule et je me suis recroquevillé automatiquement. Il a senti ma réaction et a serré un peu plus fort, comme un avertissement silencieux. « C'est le meilleur père du monde », a-t-il dit, mais ses doigts s'enfonçaient dans mon épaule à travers la chemise, toujours à prendre soin de tout le monde, toujours à se sacrifier pour la famille. Les femmes ont commencé à partir après le dessert. Elvira a été la dernière à sortir et avant de partir, elle a pris ma main. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Manuel », a-t-elle dit à voix haute pour qu'Ivan entende. Mais ensuite, elle a murmuré à mon oreille. « On se voit bientôt. » Quand toutes sont parties, Ivan a fermé la porte avec force. « Vieille, fouineuse, maudite » a-t-il marmonné. « Mais ce n'est pas fini. Demain, nous allons ensemble à la banque et tu vas signer tous les papiers que je te dirai. Tu vas retirer la plainte que tu as certainement déjà déposée et dire que tout était un malentendu. »« Non, ai-je dit simplement. »« Comment ça, non ? Je ne vais rien signer. Je ne vais retirer aucune plainte et je ne vais pas continuer à être complice de tes vols. » Ivan m'a regardé avec une rage que je n'avais jamais vue avant. C'était comme s'il avait enfin enlevé tous les masques et me montrait sa vraie nature. « Très bien », il m'a dit avec un calme qui m'a fait plus peur que ses cris. « Si c'est comme ça que tu veux jouer, on va jouer. Mais je te préviens d'une chose. Quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras d'être né. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. » Ivan s'est enfermé dans sa chambre, mais je pouvais l'entendre parler au téléphone pendant des heures. Je ne savais pas ce qu'il planifiait, mais je savais que je devais me préparer au pire. À 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit étrange dans le jardin. J'ai regardé par la fenêtre et vu une silhouette se déplacer entre les buissons. C'était Madame Clarisse.
et elle semblait installer quelque chose près de ma fenêtre. Le lendemain, j'ai réalisé ce qu'elle avait fait. Elle avait placé une petite caméra de sécurité, pointée vers ma maison, cachée parmi les plantes. Ma voisine savait que quelque chose de mauvais se passait et documentait tout. Le jour suivant a Down gris et pluvieux, comme si le temps reflétait la tempête qui s'approchait de ma vie. Ivan s'est levé plus tôt que d'habitude, à 5 heures du matin. Je l'ai entendu se déplacer dans la maison, parler au téléphone à voix basse, préparer quelque chose qui me mettait les nerfs à vif. Quand je suis descendu à la cuisine, il était déjà habillé de son meilleur costume, le noir qu'il portait pour les réunions les plus importantes. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, la cravate impeccable. Il ressemblait à l'exécutif à succès que tout le monde croyait qu'il était, pas au monstre qui vivait sous mon toit. « Bonjour, papa », m'a-t-il dit d'une voix étrangement douce, presque chantante. « Vous avez bien dormi, j'espère. » Cette douceur m'a donné la chair de poule. Je connaissais mon fils assez pour savoir que quand il agissait gentiment, c'était parce qu'il planifiait quelque chose de terrible. « Oui », ai-je menti en servant son café comme tous les jours. « Tant mieux », a-t-il dit en souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux, « parce qu'aujourd'hui va être une journée très spéciale. J'ai réfléchi toute la nuit à notre conversation d'hier. » Il s'est assis à table et a commencé à prendre son petit déjeuner tranquillement, comme si nous étions une famille normale. Mais il y avait quelque chose dans son attitude qui me gardait en alerte. « J'ai décidé que vous avez raison. » Il a continué. « Peut-être que j'ai été trop dur avec vous. Après tout, vous êtes mon père et vous méritez le respect. » Ces mots m'ont complètement confus. Ivan, admettant qu'il avait tort, demandant pardon. C'était si contraire à son caractère que j'ai immédiatement su que c'était un piège. Puis, il a continué à parler en beurrant son pain. « Aujourd'hui, nous allons ensemble à la banque. Nous allons régler tout ce malentendu avec mon entreprise. Vous allez expliquer que vous avez autorisé tous les transferts, que vous saviez exactement ce qui se passait avec votre argent. Voilà la vraie raison de sa fausse gentillesse. »« Je ne vais pas faire ça, Ivan, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. Son sourire s'est effacé lentement. « Bien sûr que vous allez le faire, papa, parce que si vous ne le faites pas, des choses très désagréables vont arriver. »« Tu me menaces ? » ?»« Non, papa, » a-t-il dit en finissant son café. « Je t'explique la réalité. Regarde autour de toi. Cette maison, cette table où tu prends ton café, le lit où tu dors, la nourriture que tu manges, tout ça est possible parce que je le permets. Et si je ne le permets plus ?» Il a laissé la phrase en suspens, mais le message était clair. Il allait me mettre à la rue si je n'obéissais pas. « En plus, » a-t-il ajouté en prenant son téléphone, « j'ai pensé à appeler des médecins que je connais. Des médecins spécialisés dans les personnes âgées avec des problèmes mentaux, la démence sénile. Tu sais, c'est très triste quand les parents commencent à inventer des histoires, à accuser leur propre fils de choses terribles. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Il ne me menaçait pas seulement de me chasser de la maison, mais de me déclarer fou, incapable, pour que personne ne croie mon témoignage. Il y a plusieurs témoins qui peuvent confirmer ton état mental détérioré. » Il a continué d'une voix froide et calculatrice. « Renata, par exemple, hier même je lui ai dit à quel point tu étais confus ces derniers temps. Les amis qui sont venus déjeuner ont aussi remarqué quelque chose d'étrange chez toi. C'était un mensonge, mais il était si convaincant que pendant un moment, j'ai douté de ma propre santé mentale. C'était comme ça que fonctionnait sa manipulation. Il me faisait douter de tout, même de ma propre perception de la réalité. « Donc, nous allons à la banque à 10 heures, » a-t-il dit en se levant de table. « Vous allez mettre vos meilleurs vêtements, vous arranger joliment et sourire pendant que vous signez tous les papiers qu'on mettra devant vous. Compris ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste commencé à ramasser les assiettes du petit déjeuner en essayant de gagner du temps pour réfléchir. « Je te parle !» a-t-il crié, et toute trace de sa fausse gentillesse a disparu. « Compris ? Compris ?» ai-je murmuré, me haïssant d'être si lâche. Ivan est parti au bureau, mais avant de sortir, il m'a averti. «
Ne pense même pas à sortir de cette maison. Ne pense même pas à parler au téléphone avec qui que ce soit. Je reviens à 9h30 pour te prendre. » Dès que la porte s'est fermée, je me suis effondré sur une chaise de la cuisine et j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de pure rage. Rage contre lui, mais principalement rage contre moi-même pour avoir permis que les choses en arrivent là. Je suis resté comme ça pendant quelques minutes, jusqu'à ce que j'entende un toc-toc doux à la porte de derrière de la cuisine. C'était Madame Clarisse, avec une expression d'urgence sur le visage. « Manuel, ouvre vite », elle a murmuré à travers la vitre. « C'est important. » J'ai ouvert la porte et elle est entrée rapidement, regardant de tous côtés pour s'assurer que nous étions seuls. J'ai tout entendu. Elle m'a dit sans détour. J'ai la caméra installée près de ta fenêtre de cuisine. J'ai enregistré toute la conversation que tu as eue avec ton fils. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Tout. Les menaces, le chantage, la façon dont il t'a parlé. Oui, j'ai des preuves qu'il te force à mentir sur l'argent volé. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une étincelle d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Madame Clarisse a souri. J'ai une amie qui travaille au ministère public. Son nom est Bruna et elle est spécialiste des cas de violence domestique et de fraude financière. Mais j'ai besoin que tu viennes avec moi, tout de suite. Je ne peux pas, ai-je dit, sentant la peur revenir s'emparer de moi. Ivan m'a dit de ne pas sortir de la maison. S'il découvre Manuel, Madame Clarisse m'a dit en prenant mes mains, écoute-moi bien. Si tu vas à cette banque aujourd'hui et que tu signes ces papiers, ton fils sera libéré de toutes les accusations. Il continuera à voler de l'argent et à te maltraiter. Mais en plus, tu deviendras complice volontaire de ces vols. Elle avait raison. Si je signais ces papiers, je ne perdrais pas seulement ma dignité, mais je deviendrais aussi un criminel aux yeux de la loi. Mais si je n'y vais pas, ai-je dit d'une voix tremblante, il va exécuter ses menaces. Il va me chasser de la maison. Il va dire que je suis fou. Il ne pourra rien faire de tout ça. Madame Clarisse m'a interrompu, parce que nous allons présenter les preuves avant qu'il puisse agir. Bruna m'a dit qu'avec les enregistrements que j'ai, ils peuvent l'arrêter immédiatement. J'ai regardé l'horloge. Il était 8h30. Ivan reviendrait dans 1 heure. Vous êtes sûr que votre ami peut m'aider? Absolument sûr. Mais nous devons y aller maintenant, Manuel. C'est notre seule chance. J'ai pris une décision qui changerait ma vie pour toujours. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon sac avec mes documents les plus importants et je suis sorti de cette maison en silence avec Madame Clarisse. Pendant que nous marchions vers sa voiture, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis 3 ans. Du courage. Pour la première fois, je prenais le contrôle de ma propre vie. Le bureau du ministère public était un bâtiment gouvernemental typique avec de longs couloirs et de petits bureaux. Bruna était une femme d'environ 40 ans, avec un regard intelligent et une façon de parler qui inspirait confiance. « Monsieur Manuel » m'a-t-elle dit après avoir revu les enregistrements que Madame Clarisse avait apportés. « Ce que votre fils fait constitue de multiples crimes, violence domestique, fraude financière, chantage et tentative d'obstruction à la justice. »« Non, qu'est-ce que ça signifie ?» ai-je demandé. « Ça signifie que nous pouvons l'arrêter aujourd'hui même ?» a répondu Bruna. « Mais j'ai besoin que vous déposiez une plainte formelle pour tous ces crimes. Êtes-vous prêt à le faire ?» J'ai regardé l'horloge. Il était 9h15. Dans 15 minutes, Ivan arriverait à la maison pour me prendre pour la banque. Quand il découvrirait que je n'y étais pas, sa rage serait incontrôlable. « Oui », ai-je dit, sentant ma voix devenir plus ferme. « Je suis prêt à déposer la plainte. » Bruna a souri. « Parfait. Pendant que vous remplissez les papiers, je vais coordonner avec la police pour qu'ils aillent arrêter votre fils. Vous savez où il est en ce moment? Il doit être en train d'arriver à la maison, ai-je dit. Il a dit qu'il viendrait me chercher à 9h30. Mieux, a dit Bruna en prenant le téléphone. C'est plus facile de l'arrêter dans un lieu connu. Pendant que je remplissais les formulaires de plainte, Bruna coordonnait avec la police. Madame Clarisse est restée avec moi tout le temps, me tenant la main, me donnant de la force. « Tu es sûr de ça, Manuel ?» m'a-t-elle demandé.
Une fois qu'on signe ces papiers, il n'y a plus de retour en arrière. Je n'ai jamais été plus sûr de quelque chose de ma vie, ai-je répondu. À 10h30, le téléphone de Bruna a sonné. C'était la police. Confirmant qu'ils avaient arrêté Ivan à ma maison, ils l'ont trouvé en train de crier comme un fou, cassant des choses, me cherchant partout dans la maison. Il est en détention, m'a dit Bruna. Les accusations sont sérieuses. Il est très probable qu'il ne puisse pas sortir sous caution. J'ai senti comme si on avait enlevé un poids de 500 kilos de mes épaules. Pour la première fois depuis 3 ans, je savais que cette nuit, je dormirais sans peur. Quand nous sommes rentrés à la maison l'après-midi, l'endroit ressemblait à un champ de bataille. Ivan avait détruit pratiquement tout ce qu'il avait trouvé sur son chemin avant que la police l'arrête. Les coussins du canapé étaient déchirés. Il y avait des assiettes cassées partout sur le sol de la cuisine et les photos de famille accrochées au mur étaient en morceaux. « Mon Dieu !» a murmuré Madame Clarisse en regardant la destruction. « Comment a-t-il pu faire tout ça en si peu de temps ?» Je connaissais la réponse. Je connaissais la fureur aveugle d'Ivan quand les choses ne se passaient pas comme il voulait. J'avais vu cette rage avant, mais jamais dirigée contre des objets inanimés. Généralement, j'étais la cible de sa colère. Bruna, qui était venue avec nous pour documenter les dommages, prenait des photos de tout. Ça servira comme preuve supplémentaire de son comportement violent. Elle m'a expliqué. Destruction de propriété pendant un épisode de rage. Le juge verra exactement quel type de personne est votre fils. Pendant que nous nettoyions les verres cassés et ramassions les morceaux de ma vie antérieure, mon téléphone a commencé à sonner avec insistance. C'était un numéro inconnu. « Ne répondez pas », m'a averti Bruna. « C'est probablement lui qui appelle de la prison. Laissez aller sur la messagerie. » En effet, quand j'ai vérifié les messages, c'était la voix d'Ivan, mais elle sonnait complètement différente. Ce n'était plus le monstre menaçant du matin, c'était le garçon effrayé qu'il prétendait être quand il voulait me manipuler. « Papa !» disait sa voix brisée dans l'enregistrement. « Papa, s'il te plaît, viens me sortir d'ici. » C'était tout un malentendu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu sais que je t'aime, que tu es la chose la plus importante dans ma vie. S'il te plaît, papa, ne me laisse pas pourrir dans cette prison. Je suis ton fils, ton unique fils. Il avait laissé 5 messages similaires, chacun plus désespéré que le précédent. Dans le dernier, il pleurait même. C'est parti de sa stratégie de manipulation, m'a expliqué Bruna. D'abord la violence et les menaces, maintenant le victimisme et la culpabilité. C'est un pattern typique chez les abuseurs. Bien que je comprenne rationnellement ce qui se passait, entendre mon fils pleurer me brisait le cœur. Pendant 35 ans, il avait été mon bébé, ma raison de vivre. C'était difficile de séparer le monstre en lequel il s'était transformé du garçon qu'il avait été autrefois. « Vous allez bien ?» m'a demandé Madame Clarisse, notant mon expression. « C'est compliqué, ai-je admis. Je sais que j'ai fait la bonne chose, mais c'est encore mon fils. » Cette nuit-là, Madame Clarisse a insisté pour que je reste chez elle. « Votre maison n'est pas sûre maintenant, elle m'a dit. Ivan a des amis, des contacts, peut-être Renata. Quelqu'un pourrait venir chercher vengeance. » Elle avait raison. Dans les messages vocaux, Ivan avait mentionné que Renata gérait la situation de l'extérieur. Je ne savais pas exactement ce que ça signifiait, mais j'avais peur de le découvrir. La maison de Madame Clarisse était petite, mais accueillante. Elle avait une chambre d'amis avec un lit simple et un petit bureau. C'était la chambre de ma fille avant qu'elle se marie, m'a-t-elle expliqué. Maintenant, c'est la vôtre pour le temps dont vous avez besoin. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis couché sans peur. Je n'avais pas à m'inquiéter des pas d'Ivan dans le couloir, ni de ses cris nocturnes, ni de me réveiller avec des coups. C'était une sensation étrange, presque inquiétante. La paix peut aussi effrayer quand on n'y est pas habitué. Le lendemain, Bruna m'a appelé tôt avec des nouvelles. L'audience de caution d'Ivan est aujourd'hui à 14h. Elle m'a informé. Le juge va décider s'il peut sortir de prison en attendant le procès. Quelles sont les chances qu'il soit libéré ? Ai-je demandé, sentant la peur revenir. Avec les preuves que nous avons,
très faible, mais j'ai besoin que vous veniez témoigner à l'audience. Votre témoignage sera crucial pour que le juge comprenne le danger qu'il représente. L'audience a eu lieu dans une petite salle du tribunal. Ivan était assis à la table des accusés, vêtu de l'uniforme orange des prisonniers. Quand il m'a vu entrer, son expression a changé complètement. Ce n'était plus le garçon repentant des messages vocaux. C'était de la pure rage contenue. Renata était assise sur les chaises du public, élégamment habillée comme toujours, mais elle semblait abattue, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a surpris. De la honte. Le juge était un homme plus âgé d'environ 60 ans, avec un regard sérieux mais juste. Il a revu tous les documents avant de commencer. « Monsieur Manuel, m'a-t-il dit quand ce fut mon tour de témoigner, racontez-moi avec vos propres mots ce que vous avez vécu dans votre maison pendant les dernières années. » J'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. J'ai raconté les coups, le contrôle de mon argent, les menaces, l'humiliation constante. Ma voix a failli à certains moments, mais j'ai continué. Quand j'ai mentionné les 50 000 € volés, j'ai vu Ivan se recroqueviller sur sa chaise. Son avocat, un jeune homme avec un costume cher, essayait d'objecter constamment, mais le juge le faisait taire. « Et qu'est-ce que votre fils vous a dit hier matin à propos de votre témoignage ?» a demandé le juge. « Il m'a menacé de me déclarer mentalement incapable si je ne mentais pas pour lui. Il m'a dit qu'il me mettrait à la rue, que je resterais sans rien. » Le juge a revu les enregistrements que Madame Clarisse avait faits. Il les a écoutés complètement, avec des écouteurs, pendant que toute la salle attendait en silence. « Monsieur Ivan Dourado », a dit le juge quand il a terminé. « Les preuves présentées montrent un pattern clair de violence domestique, fraude financière et intimidation de témoins. Considérant la gravité des accusations et le risque que vous représentez pour la victime, la demande de caution est refusée. Vous resterez en détention jusqu'à la date du procès. » Ivan a explosé. « C'est une injustice », il a crié en se levantant. « Ce vieux fou invente tout. Je suis un citoyen respectable. J'ai des droits. » Les gardes ont dû le retenir pendant qu'il continuait à crier. « Tu vas le regretter, papa. Quand je sortirai d'ici, je vais te faire payer pour chaque jour que je passerai dans cette prison. » Ces menaces ont résonné dans toute la salle, confirmant exactement ce que j'avais témoigné sur son caractère violent. Après l'audience, Renata s'est approchée de moi dans les couloirs du tribunal. « Monsieur Manuel », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante, « j'ai besoin de vous parler. Bruna et Madame Clarisse se sont tendues, mais j'ai fait signe que c'était bien. »« Qu'est-ce que tu veux, Renata ?» ai-je demandé. « Je veux demander pardon, » elle a dit. Et pour la première fois depuis que je la connais, sa voix sonnait sincère. Je savais que quelque chose n'allait pas dans cette maison. J'entendais des cris, je voyais vos hématomes, je remarquais comment vous vous recroquevilliez chaque fois qu'il élevait la voix. Et pourquoi tu n'as jamais rien dit? Parce que j'avais peur. Elle a admis. Ivan m'avait aussi menacé. Il m'a dit que si je le trahissais, il détruirait ma carrière, ma réputation. Et j'ai été lâche. Je vous ai laissé souffrir seul parce que j'avais peur de perdre ma vie confortable. Ses yeux se sont remplis de larmes. Quand il a été arrêté hier, j'ai trouvé des documents dans le bureau de la maison. Il n'avait pas volé seulement de l'argent de son entreprise. Il volait aussi sur mon compte personnel. Nous sommes mariés depuis 2 ans et je n'ai jamais réalisé qu'il était un escroc. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé. « Je vais divorcer de lui immédiatement », a-t-elle dit avec détermination. « Et je vais témoigner contre lui au procès. J'ai déjà parlé à une avocate. Je veux collaborer avec le ministère public pour qu'il paie pour tout ce qu'il nous a fait. » Quand nous sommes sortis du tribunal, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années, un espoir réel. Je n'avais pas seulement réussi à échapper à mon fils, mais maintenant j'avais des alliés dans ma lutte pour la justice. Cet après-midi-là, pendant que nous marchions de retour à la maison de Madame Clarisse, Bruna m'a donné plus de bonnes nouvelles. L'entreprise où travaillait Ivan veut un accord. Elle m'a informé.
Ils sont prêts à ne pas porter d'accusations supplémentaires contre vous si vous collaborez à rendre l'argent volé. En plus, comme reconnaissance que vous avez été victime de fraude, ils vont payer une compensation de 20 000 euros. 20 000 euros, c'était plus d'argent que j'en avais eu de disponible ces 3 dernières années. Et qu'est-ce qui arrive à ma maison? Ai-je demandé. Ivan a dit qu'elle était aussi à son nom. Nous avons revu les documents, a dit Bruna en souriant. Votre fils a menti. L'acte est encore seulement à votre nom. Il a falsifié certains papiers, mais légalement, la maison est complètement à vous. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à voir un futur possible. Un futur où je pourrais vivre sans peur, où je pourrais prendre mes propres décisions, où je pourrais être maître de ma propre vie. Mais je savais aussi qu'Ivan n'allait pas se rendre facilement. Ses menaces à l'audience avaient été claires. Cette guerre ne faisait que commencer. 3 semaines après l'arrestation d'Ivan, ma vie avait changé complètement, mais pas de la manière que j'attendais. Bien que physiquement je sois en sécurité chez Madame Clarisse, psychologiquement j'étais encore son prisonnier. J'avais développé une paranoïa constante qui me gardait éveillé la plupart des nuits. Chaque bruit me effrayait. Chaque voiture qui s'arrêtait devant la maison me faisait courir à la fenêtre. Chaque appel inconnu me causait des attaques de panique. Bruna m'avait expliqué que c'était normal, qu'après des années d'abus, la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est un syndrome de stress post-traumatique. Elle m'avait dit, votre esprit et votre corps sont habitués à vivre en alerte constante. Ça prendra du temps pour guérir. Mais il y avait quelque chose de plus qu'un simple trauma. Ivan avait réussi à faire arriver ces messages jusqu'à moi depuis la prison. Des messages qui glaçaient mon sang. Le premier est arrivé par un avocat différent, un qui n'était pas son représentant officiel. C'était une lettre écrite à la main avec l'écriture que je connaissais si bien. « Cher papa, disait-il, j'espère que vous profitez de votre petite victoire. J'espère que vous vous sentez très courageux d'avoir me trahi. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas fini. Je sais des choses sur vous que personne d'autre ne sait, des secrets que vous avez gardés pendant 40 ans à travailler dans ce cabinet, des choses qui pourraient ruiner non seulement votre réputation, mais votre liberté. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai lu ces lignes. Quel secret! Pendant mes 40 ans comme secrétaire chez Dupont et Associés, j'avais géré des informations confidentielles, bien sûr, mais je n'avais jamais rien fait d'illégal. Vous vous souvenez de l'affaire Santos contre l'État, papa? Celle d'il y a 15 ans? J'ai trouvé les documents que vous avez cachés, ceux que vous avez altérés pour aider M. Dupont à gagner cette affaire millionnaire, des documents qui, s'ils viennent à la surface, pourraient vous envoyer en prison pour obstruction à la justice. Mes mains ont commencé à trembler violemment. L'affaire Santos, je m'en souvenais vaguement. Ça avait été une affaire difficile, où le cabinet représentait une entreprise pharmaceutique accusée de cacher des effets secondaires mortels d'un médicament. Dupont m'avait demandé d'organiser certains documents pour éliminer certains mémos qui pourraient nuire à son client. J'avais pensé que c'était normal, que c'était partie de mon travail comme secrétaire. Je n'avais jamais compris complètement les implications légales de ce que j'avais fait, mais Ivan avait raison. Techniquement, j'avais altéré des preuves dans une affaire judiciaire. J'ai des copies de tout, papa. Et si vous ne retirez pas les accusations contre moi, si vous ne venez pas demander pardon publiquement pour vos mensonges, ces documents arriveront aux mains du ministère public. Imaginez les titres. Secrétaire de 70 ans arrêté pour complicité dans le camouflage de mort par médicament. Le reste de la lettre détaillait exactement comment il allait détruire ma vie si je n'obéissais pas. Il avait des contacts dans les médias. Il connaissait des journalistes qui paieraient bien pour une histoire de corruption judiciaire. Ma photo serait dans tous les journaux, mon nom associé pour toujours à un scandale. Quand Madame Clarisse m'a trouvé en train de pleurer avec la lettre à la main, elle a immédiatement appelé Bruna. « C'est du chantage clair », a dit Bruna après avoir lu la lettre. Mais nous devons savoir si ces menaces ont un fondement. Qu'est-ce que vous vous souvenez exactement de l'affaire Santos?
J'ai raconté tout ce dont je me souvenais, y compris les instructions que M. Dupont m'avait données sur la réorganisation des documents. « Vous saviez que ce que vous faisiez pouvait être illégal ?» m'a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit honnêtement. Je suivais juste des ordres. M. Dupont m'a dit que c'était une procédure normale pour protéger la confidentialité avocat-client. » Bruna a soupiré. « Légalement, l'ignorance n'est pas une excuse. Si vous avez vraiment altéré des preuves, même sans intention criminelle, techniquement vous avez commis un crime. Mon monde s'est effondré à nouveau. Juste quand je pensais avoir échappé aux griffes d'Ivan, il trouvait une autre façon de me contrôler. « Qu'est-ce que je fais ?» ai-je demandé désespéré. « Si je retire les accusations, il sort libre et me tue. Si je ne retire pas, je vais en prison pour quelque chose que j'ai fait il y a 15 ans sans savoir que c'était illégal. D'abord, calmez-vous, m'a dit Bruna. Deuxièmement, nous allons enquêter exactement quels documents votre fils a et comment il les a obtenus. Et troisièmement, nous allons chercher des façons de minimiser le dommage légal, s'il y a vraiment des preuves contre vous. Les jours suivants ont été un cauchemar d'enquête légale. Bruna a travaillé avec une équipe d'avocats spécialisés dans les affaires anciennes pour revoir tout le dossier Santos. Pendant ce temps, je vivais dans un état de terreur constante, attendant que n'importe quand on vienne m'arrêter. Madame Clarisse a été mon salut pendant ces semaines sombres. Elle ne m'a pas seulement donné refuge chez elle, mais est devenue la sœur que je n'ai jamais eue. Tous les soirs, elle s'asseyait avec moi pendant que je pleurais, préparait du thé à la camomille pour m'aider à dormir et me rappelait constamment que je n'étais pas seul. Quoi qu'il arrive, elle me disait « Nous allons affronter ça ensemble. Tu n'es plus cet homme effrayé qui vivait sous la terreur de son fils, mais je me sentais exactement comme cet homme effrayé. Ivan avait réussi ce qu'il voulait, me faire revenir à l'état de peur et de désespoir qui avait été ma vie pendant 3 ans. Une semaine plus tard, la deuxième lettre est arrivée, encore plus cruelle que la première. Je vois que vous n'avez pas appris la leçon, papa. Je vois que vous croyez encore pouvoir me défier. Très bien. Maintenant, tout le monde va découvrir quel type de personne vous êtes vraiment. Avec la lettre, il y avait une enveloppe avec des photographies. Des photographies de documents, en effet, des mémos internes du cabinet Dupont et Associés avec mon écriture, où j'avais écrit des notes en marge, des dates qui avaient été altérées, des pages manquantes, des dossiers originaux. Ces photos seront aux mains du journal demain soir, si vous ne venez pas me visiter en prison avant vendredi. Venez seul, sans avocat, sans témoin, et apportez une lettre signée demandant de retirer toutes les accusations contre moi, parce que tout était un malentendu causé par votre détérioration mentale. Ma détérioration mentale. Encore cette accusation qui glaçait mon sang. Vous pensiez que je ne savais pas que vous aviez des caméras installées dans la maison? Papa, vous pensiez que j'étais si stupide? J'ai aussi des enregistrements. Des enregistrements de vous acceptant de l'argent liquide de clients du cabinet, de l'argent que vous n'avez jamais déclaré comme revenu. Évasion fiscale, papa. Encore 15 ans de prison. Cette fois, ce n'était pas seulement du chantage, c'était une guerre psychologique totale. Ivan s'était préparé à cette situation pendant des mois, peut-être des années. Il avait recueilli des preuves, planifié chaque mouvement, anticipé ma rébellion. Quand Bruna a lu la deuxième lettre, son expression est devenue très sérieuse. « Manuel, j'ai besoin que vous me disiez la vérité complète sur votre temps au cabinet. N'importe quoi que vous ayez pu faire, n'importe quelle situation irrégulière, n'importe quel argent que vous ayez reçu en dehors de votre salaire. Je lui ai raconté les bonus de Noël en liquide que Dupont me donnait tous les ans. De l'argent que je n'ai jamais déclaré parce que je pensais que c'était des cadeaux personnels. Je lui ai raconté les occasions où des clients reconnaissants m'avaient donné des pourboires pour des services spéciaux, de l'argent que je n'ai pas déclaré non plus parce que je ne savais pas que je devais le faire. Au total, de combien d'argent parlons-nous pendant 40 ans, m'a-t-elle demandé. Peut-être environ 5 000 €, ai-je dit avec honte. Bruna a calculé rapidement. Avec les intérêts et les amendes, nous parlerions d'une dette fiscale d'environ 40 000 €.
Mais le plus sérieux, c'est que techniquement, c'est de l'évasion fiscale. Mon fils avait construit un piège parfait. Si je le dénonçais, il me détruisait avec des preuves de mes propres erreurs. Si je ne le dénonçais pas, il continuait libre de me maltraiter et de voler de l'argent. Il y a une troisième option, m'a dit Bruna après avoir beaucoup réfléchi. Une option que ni l'un ni l'autre n'attendra. Laquelle? Nous nous avançons sur lui. Nous confessons volontairement tous vos erreurs avant qu'ils puissent les utiliser comme chantage. Et nous utilisons cette confession pour prouver que votre fils est un maître manipulateur qui, même de la prison, exerce un contrôle psychologique sur ses victimes. C'était un pari risqué. Ça signifiait admettre publiquement que j'avais commis des crimes, affronter des conséquences légales possibles, m'exposer à l'humiliation publique, mais ça signifiait aussi enlever à Ivan son arme principale, le secret. Si nous faisons ça, continua Bruna, votre fils perd tout pouvoir sur vous. Il ne peut plus vous chantage parce qu'il n'y a plus rien à cacher. J'ai regardé par la fenêtre vers ma maison, qui était encore vide et détruite de l'autre côté de la rue. Cette maison représentait mon passé, mes erreurs, mes peurs, mais aussi mon futur, ma liberté, ma chance de recommencer. Allons-y, ai-je dit enfin. Je suis fatigué de vivre dans la peur. Je suis fatigué d'avoir mon fils qui contrôle ma vie depuis une cellule de prison. Bruna a souri. Demain, nous allons donner à Ivan la surprise de sa vie. Le jour où nous avons décidé de contre-attaquer est arrivé plus vite que je ne l'attendais. Bruna avait organisé une conférence de presse pour 14 heures, où je confesserais volontairement tous mes erreurs du passé avant qu'Ivan puisse les utiliser contre moi. C'était une stratégie risquée, mais c'était notre seule chance de reprendre le contrôle de la situation. Ce matin-là, je me suis levé avec une clarté mentale que je n'avais pas sentie depuis des années. Pour la première fois depuis l'arrestation d'Ivan, je n'avais pas peur. J'avais pris une décision qui changerait ma vie pour toujours, et étrangement, je me sentais en paix avec elle. Madame Clarisse m'a aidé à me préparer. J'ai mis mon costume gris le plus sérieux, celui que je portais pour les occasions formelles quand je travaillais au cabinet. Je me suis arrangé légèrement, juste assez pour ne pas sembler abattu, mais sans essayer de cacher qui j'étais vraiment. « Tu es sûr de ça, Manuel ?» Madame Clarisse m'a demandé pour la 5e fois ce matin-là. « Une fois que tu diras ces mots en public, tu ne pourras pas te rétracter. »« J'en suis totalement sûr, » ai-je répondu, et je me suis surpris de la fermeté de ma propre voix. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme prisonnier dans ma propre maison, par peur des conséquences. Je ne vais pas continuer à être prisonnier de mes erreurs du passé. À midi, Bruna m'a appelé avec des nouvelles inattendues. Manuel, quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Raphaël Oliveira, le chef d'Ivan à l'entreprise, veut vous parler avant la conférence de presse. Raphaël était l'homme qui avait découvert les vols d'Ivan, le même qui était devenu pâle comme un linge quand il avait appris la vérité. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait me parler. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Bruna. Raphaël était un homme d'environ 55 ans, avec des cheveux grisonnants et une présence qui inspirait le respect. Quand il m'a vu entrer, il s'est immédiatement levé de sa chaise. « Monsieur Manuel », m'a-t-il dit d'une voix chaleureuse mais sérieuse. « D'abord, je veux m'excuser. Si j'avais mieux supervisé Ivan, si j'avais prêté attention aux signaux d'alerte, peut-être aurions-nous pu éviter que vous souffriez autant. » Ces mots m'ont surpris. Vous n'aviez pas moyen de savoir ce qui se passait dans ma maison. « Peut-être pas, » a dit Raphaël, en s'asseyant en face de moi, mais j'avais moyen de savoir que quelque chose d'étrange se passait avec les finances de l'entreprise. Les vols de votre fils n'ont pas commencé il y a des mois, ils ont commencé il y a 2 ans. Mon cœur s'est arrêté. 2 ans. 2 ans, a confirmé Raphaël. De petites sommes, au début, si petites que nous les avons attribuées à des erreurs comptables. Mais quand nous avons commencé à enquêter après votre plainte, nous avons découvert qu'il volait systématiquement depuis longtemps. Bruna s'est penchée en avant. De combien d'argent parlons-nous au total ? 130 000 €,
a dit Raphaël, qui sont allés directement sur des comptes contrôlés par lui, y compris le compte bancaire de son père. J'ai senti des nausées. Je n'avais pas seulement été victime de violences physiques et psychologiques. J'avais été l'outil involontaire d'un vol massif pendant 2 années entières. Mais il y a plus, a continué Raphaël. Quand Ivan a été arrêté, notre département juridique a décidé d'enquêter plus profondément. Nous avons découvert qu'il falsifiait des rapports, manipulait des contrats, vendait même des informations confidentielles de l'entreprise à des concurrents. « Pourquoi me racontez-vous ça ?» ai-je demandé. Raphaël a souri pour la première fois depuis qu'il avait commencé la conversation. « Parce que nous voulons vous offrir un emploi, monsieur Manuel. » « Un emploi ? Pendant notre enquête, nous avons revu votre historique professionnel. 40 ans chez Dupont et Associés. Des références impeccables, de l'expérience dans des cas complexes. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience pour nous aider à reconstruire tout ce que votre fils a détruit. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Au lieu de facing prison and public humiliation, they were offering me a chance to start over. Le salaire serait de 4 000 € par mois, a continué Raphaël. Plus des avantages santé, plus une compensation spéciale de 50 000 € comme reconnaissance du dommage que nous avons causé involontairement. 4 000 € par mois, c'était plus de 3 fois ma pension actuelle et 50 000 € de compensation. Soudain, mon futur ne semblait pas si désespéré. Mais il y a une condition, a ajouté Raphaël. Nous avons besoin que vous témoigniez au procès contre votre fils. Votre témoignage sera crucial pour garantir qu'il paie pour tous ses crimes, pas seulement ceux qu'il a commis contre vous. Bien sûr, ai-je dit, sans hésiter. Je ferai tout ce qui est nécessaire. À 14 heures, la salle de presse était pleine de journalistes, de caméras et de micros. Bruna avait invité tous les médias locaux, expliquant qu'une victime de violences domestiques ferait une déclaration importante sur du chantage depuis la prison. Quand je me suis assis face à ces caméras, j'ai senti une peur différente de celle que j'avais expérimentée pendant des années. Ce n'était pas la peur d'Ivan, pas la peur des coups ou des menaces, c'était la peur de la liberté, la peur de la responsabilité d'être maître de ma propre vie. Mon nom est Manuel Durado. J'ai commencé en regardant directement les caméras. J'ai 70 ans et pendant les 3 dernières années, j'ai été victime de violences domestiques de la part de mon fils, Ivan Durado. J'ai raconté mon histoire complète, les coups, le contrôle financier, les menaces, le vol systématique de mon argent. Mais j'ai aussi raconté la partie qu'Ivan espérait que je garde secrète. Pendant mes 40 ans à travailler comme secrétaire chez Dupont et Associés, j'ai commis des erreurs, ai-je dit, sentant ma voix devenir plus ferme à chaque mot. Des erreurs que je ne savais pas illégales à l'époque, mais que je reconnais maintenant comme telles. J'ai expliqué l'affaire Santos, les documents altérés, l'argent non déclaré, tout. Je n'ai rien caché. Mon fils a découvert ces erreurs et les utilise pour me chantage depuis la prison. Il m'a menacé de m'exposer publiquement si je ne retirais pas les accusations contre lui. Aujourd'hui, je suis ici pour lui enlever cette arme. Je préfère affronter les conséquences de mes erreurs que de continuer à être victime de sa manipulation. La salle est devenue complètement silencieuse. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Les caméras enregistraient chaque mot. Je veux envoyer un message à tous les hommes et femmes qui sont maltraités par leurs fils, maris ou compagnons. J'ai continué. Le chantage émotionnel, le contrôle financier, les menaces d'exposition, tout ça sont des formes d'abus. Ne laissez pas la peur du jugement public vous garder prisonnier. La liberté vaut plus que la réputation. Après la conférence de presse, Bruna m'a informé que le ministère public avait décidé de ne pas porter d'accusation contre moi pour les erreurs du passé. Votre confession volontaire, combinée au fait que vous avez été victime de chantage, fait que vous êtes plus utile comme témoin que comme accusé, m'a-t-elle expliqué. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je suis rentré dormir dans ma propre maison. Madame Clarisse a insisté pour rester avec moi les premières nuits jusqu'à ce que je me sente complètement en sécurité.
Pendant que je me couchais dans mon propre lit, dans ma propre maison, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis 3 ans. Le contrôle total sur ma propre vie. Ivan continuait en prison face à de multiples accusations qui le garderaient probablement là pendant de nombreuses années. Ces chantages avaient perdu tout pouvoir parce que je n'avais plus de secrets à cacher. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro de la prison, mais cette fois, je n'ai pas eu peur de répondre. Papa, c'était la voix d'Ivan, mais elle sonnait complètement défaite. J'ai vu ta conférence de presse aux nouvelles, et qu'est-ce que tu en as pensé? Ai-je demandé avec une tranquillité qui m'a surpris. Tu as tout détruit? Il m'a dit, mais sans rage, juste avec une tristesse profonde. Tu as détruit ma dernière chance de sortir d'ici. Non, Ivan, ai-je répondu. Tu as détruit cette chance quand tu as décidé de transformer ton père en ta victime. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Tu me pardonneras un jour? M'a-t-il demandé enfin. Un jour, ai-je dit honnêtement, quand tu paieras pour ce que tu as fait, quand tu chercheras une aide réelle pour changer, quand tu comprendras le dommage que tu as causé, un jour, je pourrai te pardonner, mais je n'oublierai jamais. J'ai raccroché le téléphone et l'ai éteint. Demain, je commencerai mon nouveau travail, ma nouvelle vie. Mais cette nuit-là, je voulais simplement dormir en paix dans ma propre maison, sans peur, sans menace, sans chantage. Pour la première fois depuis 3 ans, j'étais complètement libre. Et bien que le chemin ait été douloureux, bien que j'ai dû affronter mes propres erreurs publiquement, bien que j'ai perdu pour toujours la relation avec mon fils, je savais que j'avais pris la bonne décision. Ivan avait appris que les victimes peuvent devenir fortes, que les secrets perdent leur pouvoir quand ils sont exposés à la lumière, et que la justice, bien que tardive, finit par arriver. Et j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer sa propre vie. Peu importe combien d'années on a vécu dans les ombres, c'était mon histoire de libération. Une histoire que j'espère inspirera d'autres personnes à briser leurs propres chaînes, peu importe qui les a posées. Avez-vous aimé mon histoire et de quelle ville l'écoutez-vous? Allons-nous rencontrer dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Je vous remercie déjà beaucoup pour votre soutien. J'attends vos commentaires sur l'histoire. Dans la vidéo, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande de cœur. Il y en a beaucoup plus sur mon canal. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie, avec affection et respect.